peut-être retourner voir Éric Breton avant de vous transmettre les micros dans le public. On vient d'entendre des retours d'expérience très parlants. Est-ce que vous dites que là, on tient des outils intéressants, pertinents, on n'en est qu'au début, on l'a dit tout à l'heure, qui permettraient de passer à la vitesse supérieure, s'agissant de tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, c'est plus Françoise là, qui pourrait vraiment s'exprimer sur cette question-là. Mais effectivement, on voit, moi je me sens au 21e siècle quand j'entends des présentations comme ça. On est enfin en train de sortir justement de ces silos dans lesquels on était embourbés. Voilà. Donc, mais la spécialiste des EIS, c'est vraiment Françoise. Mais en tout cas, tout ça pour dire, vraiment, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que enfin la machine a intégré donc ces outils-là, que c'est la santé dans toutes les politiques. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on a entendu ces expériences en détail. Juste une remarque, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole et qu'elle circule dans la salle. Je dirais qu'avec ça a bien été dit là, lors de la dernière intervention, avec les évaluations d'impact sur la santé, en fait, on remet tout à plat, on remet tout en question. Et ce travail qui est nécessaire pour détricoter les projets et essayer de comprendre les liens qu'il peut y avoir entre le projet et ses effets sur la santé, ça nous renvoie aussi à toutes les stratégies d'intervention qui souvent, la construction des projets, des programmes, des politiques, il y a beaucoup d'implicites. Et là, on est obligé de se parler, on est obligé de revenir sur les concepts. Alors moi, je reviens souvent sur la question de la réduction des inégalités sociales. On est tous préoccupés par cette question-là, mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot inégalité sociale? Qu'est-ce qu'on met le mot derrière équité? Comment on pense qu'on va contribuer? Alors, ça a été dit en préambule par la directrice de l'ARS, ça a été repris par Éric, puis après dit dans les autres présentations. On sait bien que c'est ailleurs que dans le secteur de la santé qu'on va pouvoir travailler sur la réduction des inégalités. Donc chacun à sa place, on peut agir dessus, mais on fait quoi, on fait comment? Et voilà, là on est sur du concret quand on travaille sur un projet, et on doit revenir sur chacun des concepts. On parle de mixité sociale, de lien social, de support social, et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc à la fois on fait des allers-retours, on va dans la littérature pour essayer de comprendre des concepts qui ont quand même été bien écrits, bien travaillés, sur certains un peu moins d'ailleurs, et d'ailleurs tout le monde n'est pas d'accord, et voilà, est-ce que capital social c'est la grande boîte dans laquelle on va trouver toutes les autres notions, laquelle on prend, bon bref. Et puis, et en même temps, il faut qu'on s'ancre dans le terrain, dans la réalité de vie des personnes. Donc, c'est passionnant aussi, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui vous paraît le plus positif dans ce qu'on a entendu, non pas pour comparer les EIS, mais qu'est-ce qui ressort de très positif dans ces démarches-là? Parce que, vous l'avez dit, c'est nouveau, vous essuyez les plâtres en quelque sorte, donc il y a du bon, du moins bon. D'abord, quand on fait une démarche de IS, elle n'est jamais parfaite. On s'aperçoit que il y a la doctrine entre guillemets, et puis on essaye de s'y conformer pour avoir le plus de rigueur possible. Et puis après, on fait avec. Ça a été dit dans la première intervention. Si on n'a pas le plan guide de départ, à un moment donné, on est obligé d'attendre. Et puis après, chacun a des représentations dans sa tête, des institutionnels ou professionnels, etc. Donc il faut reclarifier. Par exemple, entre les dispositifs de concertation qui sont au niveau des villes et des politiques et la participation dans les EIS, à un moment donné, il faut expliquer. On n'est pas là pour... on ne demande pas aux personnes si le projet il est bien, il n'est pas bien, si ça leur plaît ou si ça ne leur plaît pas. On est là pour bénéficier de leur connaissance, leur faire exprimer leur vision du projet pour comprendre comment ça influence les conditions de vie. Et ça, il faut passer du temps, il faut prendre le temps de le faire. Et voilà, on a des obstacles, et puis on apprend en faisant. Donc ça, c'est le premier point. Et puis on fait des boulettes tout le temps, même si on est à la 5e EIS, voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave, l'essentiel, c'est d'avancer. Après, ça renvoie à la question de l'efficacité de la plus-value de la démarche et de la question de la décision qui était évoquée. On sait très bien que, les décisions, il n'y a pas un chemin direct de la recommandation à la décision, que c'est souvent une multiplicité de petites décisions, qu'il y a tout un tas de paramètres. Bon, ça, c'est bien écrit.
dans la littérature et tout ce qui a été écrit sur la production de connaissances, sur l'utilisation des connaissances, de l'évaluation. On retrouve exactement la même chose pour les EIS. Donc, est-ce qu'on a exploité les recommandations? Comment on a réussi à transformer le projet? Bon, ça, c'est un peu tôt, donc vous le verrez par la suite. Par contre, avec le processus de ISE, effectivement, on essaie d'être participatif, de travailler dans la sectorialité, de faire... de ne pas arriver avec trop de préjugés, mais d'être dans une position de réel de dialogue et d'écoute. Là, on progresse. Là, on fait évoluer les représentations et les pratiques. Et on voit que dans chacune des expériences qui ont été présentées, il y a ce souci de travailler dans ce sens et de revisiter les projets sur lesquels on travaille. Il a été dit qu'il est important que ces EIS soient crédibles. Alors crédibles aux yeux de qui? Peut-être que vous pouvez reprendre le micro, Clara Galland par exemple. Chez vous, c'était quoi le... Oui, enfin, nous, on avait vraiment, dès le début, c'était majeur pour nous de savoir rendre les choses crédibles pour les gens à qui on s'adresse, pour qui on travaille, en gros, à la communauté de communes, mais aussi tous les gens qu'on est allé interviewer, avec qui on est allé discuter. Et donc, parce que très vite, on s'est dit qu'en effet, faire du lien entre un programme d'action de prévention des inondations et puis des impacts sur la santé, surtout lorsqu'on réfléchit à la santé biomédicale, ça allait être un peu compliqué et que voilà, on voulait pas parce que surtout que le programme d'action de prévention des inondations a aussi fait parler de lui pour une de ses parties vis-à-vis de la population. Donc voilà, on voulait nous s'assurer qu'on aurait des recommandations et qui se baseraient sur des choses qui ne feraient pas perdre la face ni à nous en tant qu'évaluateurs, ni aux commanditaires, ni en détournant les propos qu'on aurait pu entendre. Donc oui, ça c'était quelque chose qui était important pour nous. Et puis alors il y a la question de l'inattendu. Vous parliez peut-être, Nathalie Garnier, vous partez sur une démarche qui va peut-être créer des effets que vous n'attendiez pas. Vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Les habitants, parfois, ou c'était peut-être le cas à Nantes, veulent parler de leur propre projet. Alors c'était peut-être plus pour l'exemple nantais. Je pense que c'est propre à chaque démarche de projet. Finalement, on a toujours des effets attendus, inattendus. Et effectivement, l'idée d'aller les questionner sur la manière dont ils vont s'approprier ce programme et comment eux, ils vivent le quartier, y a peut-être des choses qu'eux, ils trouvent plutôt intéressantes et d'autres moins bien et sur lesquelles ils auraient envie qu'on mette un peu plus l'accent. Donc, c'est aussi en ça qu'il faut qu'on les écoute parce qu'ils ont cette expérience d'usage qui est imprégnée, qui est imprégnée dans le quartier, donc qui vient peut-être impacter des intentions qui seraient tout à fait louables, mais qui pourraient être à côté de ce qui va peut-être modifier demain des comportements ou une manière de vivre le quartier ou d'être bien sur son quartier. Donc c'est en ça qu'il faut... je rejoins aussi ce qui a été dit sur la dernière intervention. C'est ça, c'est entre ce qui est écrit et puis ce qui est vécu. Il y a un équilibre aussi à trouver. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc non plus. Il faut aussi appréhender les choses à un moment de manière plus globale aussi, certainement. Alors moi, il y a juste quelque chose que j'ai pas dit et puis je pense que c'est important, c'est que, on l'a tous plus ou moins dit, l'histoire de s'assurer que ça fasse pas un flop, cette EIS, que ça produise des effets aussi à plus long terme. On a demandé, nous, à ce que dans l'accompagnement qu'on a avec le prestataire, on a un temps de formation qui soit proposé aux différents services qui ont participé de près ou de loin à cette EIS pour qu'ils puissent demain aussi s'acculturer à cette question-là et qu'on soit plus dans des démarches de santé intégrées à leur propre politique. Donc on a aussi, je pense, à travailler, nous, quand on porte des projets comme ça, à la manière dont on va piloter le projet, le coordonner, et avoir aussi ce souci-là que ça soit pris en compte dans chacun des axes qui peut être un levier pour la réussite du projet. Ça se passe comme ça à Nantes aussi, Céline Emery. Vous sensibilisez les autres services pour que chacun joue le jeu?
Donc il y a eu un travail avec un comité technique assez élargi avant de démarrer l'EIS. D'ailleurs, une stagiaire de l'EHESP avait travaillé avec nous sur la première phase de cadrage et de sélection et de cadrage. Tout ce travail, il s'est fait avant de commencer concrètement l'EIS. Il y a eu également une formation mise en place par l'ARS avec le HESP et on avait pu former lors de ce temps des urbanistes de la ville. Donc ça, c'est vraiment tout le travail en amont qui a donné des chances de réussite à ce projet, parce que sinon c'est quand même assez difficile d'appréhender des questions de santé avec des professionnels qui peuvent être très loin de ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut le temps de la maturation. Et puis pour revenir à l'imprévu, effectivement, dans le cadrage, on a identifié des questions, des points sur lesquels on voulait faire porter cette évaluation. Et puis, lors de la démarche participative, il y a une autre question qui émerge, celle de l'implantation, le secteur sur lequel on va poser cette maison de santé. Et ce n'était pas un souhait de la collectivité ni des acteurs. On l'avait volontairement écarté, ce point-là. Mais finalement, quand il y a une question comme ça qui n'était pas prévue, il faut s'en saisir et il faut l'aborder et l'évaluer. Parce que ça a permis de mesurer pourquoi les uns étaient contre, pourquoi finalement pour certains autres c'était important. Et en tout cas, si on le fait sur un secteur qui génère certaines inquiétudes, c'est comment on l'implante pour qu'on évite tous les risques qui ont été ressortis dans cette réflexion. Il y a un point, Patrick Berry, vous vouliez intervenir ? Non. Il y a un point... Il y a un point très concret qui n'a pas été évoqué, c'est le coût. À plusieurs reprises, vous avez dit on a eu des financements ARS. Alors ça coûte cher. Comment on quantifie, comment on évalue tout cela ? Je vais répondre. Non, c'était juste pour dire que nous, on a aussi bénéficié d'un soutien financier de l'ARS, mais pas uniquement. On avait répondu à un appel à projet national porté par Santé publique France et qui avait sélectionné un certain nombre de IS qui financeraient, et on en fait partie. Et puis on est sur un objet où en fait qui intéresse aussi d'autres politiques, quoi. C'est-à-dire la submersion marine, ça intéresse la DREAL, ça peut intéresser le Conseil régional. Je pense que c'est des objets qui sont très mixtes et qui sont très partagés. Donc voilà. Après, oui, une IS, ça coûte cher. J'allais vous dire, moi, en tant que consultant ou pour les prestataires, ça dépend de votre coût de journée, quoi. Pour être un peu provoquant, c'est pas tout à fait le même prix avec un stagiaire HESP pour poser un peu les pieds dans le plat qu'avec un bureau d'études ou qu'avec. Faut être honnête, je pense que ça fait partie du jeu. Ça fait partie. C'est aussi important en termes de politique publique et de l'accompagnement à l'aide à la décision de parler de ces sujets-là. Je pense que c'est des sujets centraux. Et c'est tout aussi important de pouvoir en parler calmement et sans... voilà. Bien sûr. Donc, mais budgets, soyons concrets. Par contre, je pense qu'il y a un vrai enjeu, pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour peut-être modéliser des outils d'évaluation d'impact en santé, peut-être un peu plus réduits. Il y a une réflexion, je pense, à avoir qui soit plus accessible pour des petites collectivités comme la communauté de communes de Noirmoutier. Elle fait un effort très conséquent sur la prévention des inondations. C'est majeur pour eux. Mais c'est vrai qu'une évaluation d'impact, s'il faut la payer, ils la paieront jamais. C'est pas possible, c'est trop cher. 50 000 euros, c'est au minimum, c'est trop cher. Donc il faut arriver à modéliser, à réfléchir à des outils modélisés comme le diagnostic territorial en santé. On arrive à modéliser 5-6 séances, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail d'architecture et de modélisation d'outils pour que ce soit accessible aux petites collectivités. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à fournir. Alors, prenez le micro. Je voulais peut-être... Oui, je peux préciser quand même quelque chose par rapport au coût. Effectivement, les ordres de grandeur ont été donnés. On est quand même sur des évaluations qui sont assez coûteuses au regard des moyens qu'on a en santé publique. Il y a deux choses. Il y a ce que tu disais sur d'autres outils peut-être plus légers, moins coûteux.
là, sur un autre projet en fait, d'aménagement urbain sur le quartier, des acteurs qui sont ceux de l'urbanisme, du projet urbain, nous interpellent en disant sur ce projet, on voudrait associer la santé. Alors, ils sont plutôt partis sur une pratique de diagnostic en marchant, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Si ce n'est pas une évaluation d'impact santé, ça sera autre chose. Et une autre dimension qui me semble importante, c'est que là, on démarre et on a besoin de faire la promotion de ces outils. Donc, il faut qu'on mette des moyens qui sont un peu difficiles à assumer pour nous aujourd'hui. Mais demain, l'enjeu, c'est que d'autres s'en saisissent. Et quand on est sur un programme de renouvellement urbain, les études urbaines sont très coûteuses. Les moyens ne sont pas les mêmes que ceux de la santé publique. Et si on arrive à les intéresser, ils pourront peut-être, eux, financer ce type d'études. Alors, Madame Jalland, et puis après, Monsieur Breton, et on vient vous voir dans le public. Oui, très rapidement, juste pour dire qu'il n'y a pas une EIS, mais des EIS. Et on peut faire des EIS à géométrie variable. On peut faire des EIS où on va travailler parce qu'on a besoin d'une connaissance donnée à un moment donné sur un aspect du projet avec de la revue de littérature. Et puis on peut faire un ou deux ateliers avec un panel de personnes. Parce que voilà, ça va correspondre à une demande à un moment donné. Puis après, on peut faire une EIS très approfondie sur un projet d'aménagement où on va balayer toutes les composantes du projet, tous les déterminants. Donc voilà, il faut trouver on va faire des EIS qui correspondent à des situations données et en fonction des ressources qu'on a. Voilà, on peut balayer tout ça. Après, le deuxième point, c'est aussi comment on travaille. Est-ce qu'on arrive à créer un collectif d'acteurs en associant des IREPS, des personnes de l'ORS, des collectivités qui sont intéressées pour travailler ensemble, et chacun va apporter une contribution, et puis il va y avoir l'apport d'un cabinet extérieur sur des aspects donnés. Voilà, donc ce n'est pas le même coût que de confier l'intégralité du travail à un prestataire extérieur. Et puis au début, effectivement, ça coûte cher parce qu'on a besoin d'apprendre. Et plus on va avancer, et plus les gens seront formés, et moins ils auront besoin de faire appel à des personnes extérieures. Éric Breton, une précision. Oui, très rapidement. En fait, quand j'écoute, ce que j'ai l'impression, moi, en fait, c'est que l'EIS, on la voit comme une évaluation, mais on a déjà eu d'autres discussions, mais c'est aussi une intervention. Alors, quand on parle d'innovation, quand on parle d'inondation plutôt, d'un quartier et tout ça, je pense que si on la conçoit, l'EIS, comme une intervention en plus qui devrait d'une certaine façon renforcer la capacité d'agir localement, de l'empowerment, je pense qu'à ce moment-là, on va peut-être réfléchir autrement au financement. On va le penser plus comme une action. Et moi, quand je vous écoute, je pense qu'il y a un sujet qui est vraiment, je sais qu'il y a déjà des débats là-dessus, mais il faut penser aux communautés de pilotage de façon à en faire justement une intervention qui va améliorer le contrôle que la population a sur son environnement, ce qui va arriver. Voilà. Juste une toute petite dernière chose sur le prix d'une EIS. C'est vrai qu'à l'aune de la santé publique, c'est des budgets qui peuvent être conséquents. À l'aune d'une collectivité territoriale, une communauté de communes, c'est très conséquent. Mais pour travailler sur les problématiques environnementales, à l'aune d'une étude d'impact environnemental, c'est dérisoire. Merci d'avoir replacé ça dans un autre contexte. Alors, c'est à vous pour prendre la parole. Alors, voilà, des bras se lèvent très spontanément tout au fond. On va venir à votre rencontre. Merci de vous présenter à nouveau en 2 mots avant de prendre la parole. Voilà. On arrive jusque vous. Je vais aller rapidement. Françoise Fontenaille, donc je suis élue maire d'une commune de 1300 habitants, représentant la nouvelle intercommunalité du Moutiérois-Talmondet, tout proche des Sables d'Olonne. Donc on reste dans la Vendée. J'ai été étonnée, surprise d'entendre l'IAS que je ne connaissais pas, puisqu'on m'a demandé de représenter le président de l'intercommunalité hier midi. Et pour répondre à monsieur tout à l'heure, vous voyez bien, les élus, à court terme, sont bien obligés de prendre des décisions et de les mettre en place, et se rendre disponibles pour s'inscrire dans le temps plus long, pour régler des problématiques. Ça, c'était pour la première intervention.
J'ai entendu M. Breton en début de séance et j'ai entendu les différentes expériences que vous avez menées. J'aurais plein de choses à débattre avec vous, mais je vais en faire qu'une. Je suis très surprise quand vous avez tous fait le constat, inégalité sociale, mixité des populations, quand il s'agissait de la problématique de la fréquentation de votre maison médicale. Et de façon tout à fait inattendue pour moi, jamais il a été question des acteurs et des professionnels qui s'occupent de ça. Comment vous envisagez, quand on parle des personnes, quand on parle de leur cadre de vie, quand on leur parle des revenus, comment les services des départements n'existent pas là? Voilà, c'était ma question. D'accord. Alors, qui peut répondre? Allez-y. C'est toujours très frustrant et très difficile de présenter une évaluation d'impact santé de cette ampleur en 10 minutes, évidemment. Donc, j'ai parlé du réseau local de santé sur Bellevue avec des acteurs institutionnels et associatifs qui travaillent depuis maintenant 10 ans sur ce quartier. Et évidemment que le département, comme la CPAM, sont des acteurs qui sont présents sur ces réseaux. Il y a un point sur lequel les habitants et aussi les professionnels de santé libéraux souhaitent vraiment travailler, c'est la question de l'accès au droit à la santé, hein, et les questions de non-recours. Donc ces acteurs, ils ont participé, ils vont encore participer à ce projet pendant plusieurs années. On réfléchit à la mise en place dans cette maison de permanence d'accès aux droits. On parle de médiation sanitaire, donc évidemment que ce sont tous les acteurs qui sont importants pour réussir un tel projet. Marie-France Léculé, vice-présidente communauté de communes de Noirmoutier. Donc l'EIS en cours, on se revoit bientôt d'ailleurs, un vrai sujet pour nous à plusieurs niveaux, puisqu'on est dans des dispositions lourdes de protection des populations depuis de longues années, mais les choses se sont durcies depuis quelques années, vous le savez. Et le problème qui s'est posé à nous, moi j'étais très partante sur cette expérimentation pour différentes je vais faire court, hein, pour différentes raisons. D'une part, comment savoir, comment apprécier la réaction des populations dans des dispositifs lourds de travaux, de protection de la population, et comment mettre en place dans ces mêmes dispositifs qui nous sont demandés des systèmes d'alerte qui soient performants, non perturbants. Donc il y avait ce premier sujet. Et le troisième élément que je trouvais important dans cette démarche autour de la santé, c'est comment rendre les gens acteurs en fonction de l'avancée de l'étude, rendre les gens acteurs de ces situations constatées, et comment les rendre acteurs pour mieux vivre sur un territoire dit à risque, mieux vivre le quotidien, mieux vivre les alertes quand elles sont nécessaires. Donc comment se rendre acteur, parce qu'on parle de la santé des habitants. Les élus sont en charge de beaucoup de choses. On a entendu d'ailleurs que ça reposait beaucoup sur la confiance portée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans l'habitude. La question s'est beaucoup posée avec les services de l'État d'ailleurs. C'est les alertes et les systèmes d'alerte, comment ils sont perçus, comment on les maîtrise, qu'est-ce qu'on dit, quel effet ça a, en effet induit, immédiat ou pas d'ailleurs. Mais je pourrais en rajouter beaucoup sur la santé, parce qu'on était parti de loin, où les problématiques santé qu'on avait pensé rencontrer tout au début, c'est quand l'État a annoncé que le territoire était submersible. Tout le monde le savait, mais en le disant, ça ne fait pas pareil. Et surtout, c'était des problématiques de valeur de biens. Vous l'avez évoqué, c'est difficile à percevoir. Comment ça pèse sur le plan psychologique cette fois, puisque c'est les gens qui ne dormaient pas quand il y avait une tempête, et qu'est-ce qu'il fallait leur dire, pas leur dire. Enfin voilà, je m'arrête. Mais plusieurs entrées sur cette problématique santé nous concernant, nous, au regard de nos citoyens et de la place qu'on leur demande d'avoir. Ça me renvoie au Japon de temps en temps. Quelle place le citoyen a dans cette affaire? La politique publique ne peut pas tout faire. Et c'est ensemble, encore une fois, on l'a beaucoup dit ce matin, hein, c'est ensemble. Et à quel moment on pose le ensemble et comment on le pose, que les choses se feront bien et se passeront bien, ou du mieux qu'elles le pourront.
Et là, vous confirmez ce matin que même si c'est un sujet majeur à Noirmoutier, vous n'avez pas les moyens, ou c'est compliqué de trouver les moyens de financer tout seul ces travaux qui ont été menés? On n'y avait pas pensé. Les travaux de digue. De l'EIS, oui. Ah, de l'EIS, on n'y avait pas pensé. D'ailleurs, ça nous a amené de manière complètement directe et induite à recruter quelqu'un pour aller plus avant dans la communication, dans le partage citoyen, auprès des jeunes aussi, parce que cette notion de culture du risque, il faut l'installer. Et il ne faut pas qu'elle soit événementielle, cette culture. Il faut qu'elle s'installe. Et plus elle sera installée, et ça c'est nouveau parce que ça vient au changement de population. Les anciens disaient toujours la mer passera un jour. La mer, elle est passée un jour à différents endroits. On a la chance de ne pas avoir eu l'effet mortifère d'une submersion. Donc, il y a toujours ce sentiment de puissance. On a des ouvrages. Alors, de temps en temps, le sentiment de puissance est un peu mis à mal et puis il y a des peurs qui naissent. Mais non, c'est qu'on n'y avait pas pensé. On ne savait pas que ça se faisait. Il faut être honnête. Hein. Mais c'est extrêmement riche et pour plein de sujets. J'ai découvert ce matin d'autres domaines où c'était intéressant. Eh ben voilà. Docteur Pierre Blaise, vous levez la main? Oui. En vous écoutant, j'ai juste une question. Est-ce que vous êtes allé regarder aussi dans le travail qui a été fait sur l'OIS des expériences étrangères et sur ces questions de culture du risque, la façon dont, par exemple, les Hollandais fonctionnent, parce que c'est la Hollande, il y a une vraie, enfin c'est historique et séculaire puisqu'ils se sont construits sur la mer, donc ça fait partie de complètement de leur culture. Et donc derrière, est-ce que les impacts en santé vont être les mêmes? Est-ce que les mêmes questions vont se poser? Enfin, ça soulève toute une... Oui, en effet, on a regardé la littérature internationale. Alors, pour ce qui est des Hollandais, on s'est limité enfin, on a été un petit peu interrompu par la barrière de la langue, parce que autant l'anglais, ça va, mais le hollandais, je ne maîtrise pas du tout. Ils parlent tous anglais. Hein. Ils parlent anglais, mais ils ne publient pas systématiquement en anglais, malheureusement. Donc voilà, il y a eu des études auxquelles on n'a pas pu avoir accès pour un problème de langue. Et puis, oui, alors les Hollandais ont beaucoup travaillé sur des questions d'aménagement. Après, on a trouvé finalement peu d'études qui aillent jusqu'à l'impact sur la santé. Donc voilà. Il y a Catherine. Non. Prenez, oui. Mais par exemple, il faut essayer, je pense que sur les EIS, il faut essayer de piocher un peu partout. Donc, effectivement, on a été voir un peu sur la culture du risque, qui est pas très bien, c'est un peu flou, hein, cette idée de culture du risque. Donc, on a été regarder ça sous l'angle plutôt de la connaissance du risque et sous l'angle de la transmission mémorielle, dont on sait que c'est un facteur essentiel de la culture du risque, et comment les savoirs expérientiels des gens sur un territoire se transmettent par la photo, l'historique, les archives, les expos, etc., les ouvrages, les publications, les on-dit, etc. Donc on a été regarder un peu ça. On pourrait prendre plein d'exemples dans le monde. On peut prendre le Bangladesh par rapport à la submersion marine, etc. La question, c'est... Enfin, il y a deux questions. C'est comment on fait du transfert de connaissances sur des contextes singuliers franco-français, c'est-à-dire comment moi, quand je lis un article qui me dit qu'au Bangladesh... par exemple, qui a été beaucoup travaillé sur le soutien social et le soutien des communautés, par exemple, pour faire face, c'est-à-dire comment le support social s'organise dans les groupes et les communautés familiales et extra-familiales pour faire face aux décès, à la reconstruction, etc., etc. Comment moi, je transfère cette donnée-là ensuite sur un contexte noirmoutrin. Alors là, j'ai un peu de travail pour glisser ça, quoi. Mais effectivement, il faut regarder un peu partout, ouais, je suis d'accord. Juste pour compléter, ce que Patrick vient de dire, c'est ça, c'est qu'avec la littérature, finalement, on peut se construire un regard et une position en se disant, voilà les problématiques. Donc, effectivement, le territoire est exposé avec 2/3 du territoire en dessous des niveaux des plus hautes mers. Donc, forcément, de l'extérieur, on va se dire, les gens, on a forcément des gens qui sont inquiets. Et donc, s'ils sont inquiets, ça peut avoir... Enfin, voilà, on peut faire tout le cheminement. Et puis ensuite, on va interroger les gens. Et finalement, on se rend compte que ils savent bien qu'ils vivent sur un territoire
inondable, mais ils se sentent aussi tout à fait protégés. Il n'y a pas eu dans l'histoire de mort à Noirmoutier liée à une submersion marine, et non, ils n'ont pas peur. Et enfin voilà, ils dorment bien la nuit, ils considèrent leur cadre de vie comme voilà, un petit paradis, on l'a dit tout à l'heure. Et donc finalement, tout notre modèle qu'on avait pu construire par des données biblio, il se casse la figure petit à petit, et puis il faut qu'on arrive à le reconstruire et à refaire quelque chose avec ça. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail biblio. Au début, on était beaucoup parti sur de la biblio internationale pour voilà, faire ce lien entre inondation, perception du risque et puis état de santé. Et puis finalement, quand on s'est confronté à nos enquêtes sur le terrain, on s'est dit, bon, finalement, notre biblio était bien, mais il va falloir qu'on en trouve une autre pour pouvoir soutenir ce que finalement nous renvoient les gens et qui n'est pas ce qu'on avait pu se construire tout seul sur notre bureau. Voilà. C'est ça l'UIS, et votre autre biblio, ce sont les habitants et les citoyens que vous avez rencontrés. Une dernière question alors, avant que tout le monde aille déjeuner. Voilà, il y a une main là-haut, c'est bon. Oui, Bernard Prudhomme, là je m'occupe des questions d'investissement à l'ARS, et je voulais réagir un peu avec une lecture projet ou aménagement, plus que santé. Moi je suis assez frappé dans les différents exemples de voir la dimension participative des démarches, et autour d'une clé de lecture santé, mais quelque part qui est très intégratrice. Donc je voulais voir dans quelle mesure cette démarche-là participe à la concertation autour des projets, telle qu'elle est parfois mise en place. Quelle interaction vous avez pu avoir? La question est un peu ouverte, mais on sent qu'on derrière cette démarche-là, on a une des pièces possibles d'une concertation autour d'un projet. En tout cas, c'était un petit peu soulevé à Angers dans l'exemple qui était pris. Alors, comment vous pouvez répondre à cette question-observation? Alors, Nathalie Garnier, prenez un micro. Prenez un micro. Ben oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que effectivement, on voit bien qu'à partir du moment, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on demande aux gens de réagir sur ce qui fait leur quartier, leur quotidien, ben ils ont des choses à dire. Donc c'est en tenir compte. Sinon, c'est les leurrer. Enfin, il y a un moment, on parle là sur l'EIS de Noirmoutier, il y a la question de la confiance dans les pouvoirs publics aussi par rapport à la protection qui peut être accordée aux populations. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport de confiance entre si on va chercher les habitants, qu'on souhaite les consulter, et à un moment, c'est aussi pour construire la réponse, j'ai envie de dire, construire la décision et puis apporter une réponse qui sera le plus approprié possible. Il faut bien qu'à un moment, au moment de la décision politique, on tienne compte de ça. Alors après, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, et si ça n'est pas possible, il faut pouvoir dire pourquoi. Enfin, il faut de toute manière, à mon sens, en tout cas, quand on s'inscrit dans des démarches comme ça, c'est être en capacité de dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui va pas être possible, et d'expliquer pourquoi. Après, les gens sont capables de comprendre aussi qu'à un moment, tout n'est pas, on peut pas tout changer comme ça. Mais il suffit de l'expliquer. Voilà, j'ai envie juste de dire ça, mais je sais pas si quelqu'un... On va finir avec une dernière idée exprimée par le docteur Jabot. Voilà, ça y est. Je trouvais cette matinée tout à fait intéressante, et on voit bien que l'EIS, elle s'incarne de façon différente en fonction des territoires et des problématiques, et que voilà, c'est important de se construire des hypothèses, un cadre théorique avec la littérature, et après on le confronte à la réalité, et c'est ça en fait l'esprit de l'EIS. Alors peut-être un dernier point qui me ramène en fait ce que je disais au tout début, EIS, évaluation d'impact sur la santé. Moi, je pense que c'est une évaluation. Il y a beaucoup d'évaluations d'impact. Il y a la famille, on dit la famille des évaluations d'impact. Et l'EIS, l'évaluation d'impact sur la santé, fait partie de cette grande famille. L'évaluation d'impact sur l'environnement, sur le social, etc. Elles ne sont pas toutes connues en France. Et il me semble que effectivement, l'EIS est en tension entre plusieurs fonctions, celle d'aider à la décision, celle d'être plaidoyer pour introduire la santé dans d'autres politiques, celle d'être fonction d'aller à la rencontre et de dialoguer avec la population et les habitants. Donc il faut arriver à trouver ce compromis, mais pas perdre de vue que c'est une évaluation, il faut qu'on estime des impacts et on doit documenter un travail avec une méthode, ce qui ne dispense pas effectivement de remplir les autres fonctions, mais que voilà, ça reste une évaluation d'impact, ce qui n'est pas un défaut en soi.
Voilà, merci. Merci à vous. Alors, donc, c'est la pause déjeuner. On se retrouve à 14h ici même. Et vous pouvez poursuivre donc les échanges au travers d'un buffet qui vous est proposé ici, Tour Bretagne. Merci.